Donc, je vais vous parler de cet article qui a porté sur l'impact du niveau socio-économique des patients sur les complications de l'ischémie critique chez les patients qui bénéficiaient de Medicare donc entre 2016 et 2023. C'est une étude américaine qui a été publiée récemment en août 2025 dans le Journal of Vascular Surgery et donc dont l'objectif était d'évaluer l'association entre le niveau socio-économique régional et les complications en lien avec l'ischémie critique à la fois avant, pendant et après la période Covid. Donc, l'ischémie critique, elle nécessite une revascularisation rapide avec une prise en charge globale, avec une prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire et puis un suivi étroit en post-opératoire. Si on s'intéresse aux chiffres américains, ils rapportent donc à des taux d'amputation importants, d'amputation majeure importants de 40% à 6 mois, avec des taux de mortalité encore plus importants, de 60-70% à 5 ans. Et on a déjà observé des disparités dans la prise en charge des patients en fonction de leur région ou de certains groupes de population, donc dans certaines zones géographiques, dans certains groupes avec des niveaux socio-économiques plus faibles. Et on observe donc des délais avant diagnostic qui sont plus longs, des accès aux chirurgiens vasculaires, à des examens d'imagerie qui sont plus difficiles, plus longs, et des soins périopératoires qui peuvent être de moins bonne qualité. Donc ça constitue un problème de santé publique. Il y a un index, un score validé pour l'étude du niveau socio-économique aux USA, qui attire donc l'attention sur les disparités entre les différentes communautés. Et c'est un critère qui est composite, qui va inclure les différentes données, donc l'absence de diplôme d'études secondaires chez les personnes de plus de 25 ans dans une région donnée, le taux d'une occupation des logements dans la même zone géographique, la proportion d'adultes sans emploi dans la même zone, entre 25 et 54 ans, le taux de pauvreté, le ratio du revenu médian des ménages et le taux de changement d'emploi et le taux de changement d'établissement dans les dernières 5 années sur la même zone. Donc il y a cinq zones et à partir d'un score de plus de 80%, on considère une zone comme défavorisée. Ça correspond à 15% de la population américaine, donc à 50 millions d'Américains. Dans ces zones, il y aurait 2 fois plus d'adultes sans emploi et le taux de pauvreté, c'est 4 fois supérieur, avec une espérance de vie qui est estimée à de 7 ans inférieure par rapport aux zones qui sont considérées comme prospères. Et donc ces zones défavorisées ont déjà été associées dans certaines études à des résultats vasculaires défavorables. D'où cette étude, qui est une étude observationnelle, rétrospective, multicentrique, donc américaine, qui s'intéressait encore une fois à l'association entre le niveau socio-économique et les complications avec l'ischémie critique, donc mortalité, amputation majeure, réintervention, après une revascularisation de membres par voie endovasculaire, avant, pendant et après la période de Covid-19. Le critère de jugement principal, c'est un critère composite, sur une amputation majeure et une mortalité post-revascularisation. Critère de jugement secondaire, ça va être l'étude de l'amputation, d'une amputation majeure isolée, mortalité toute cause post-revascularisation, la survenue d'une réintervention et différents indicateurs d'utilisation des soins de santé qui ont considéré réalisation de consultations de chirurgie vasculaire, l'accès aux examens d'imagerie, consultations au service des urgences et les différentes hospitalisations. Donc au final, il y a plus de 300 000 patients présentant une ischémie critique et qui ont bénéficié d'un geste de revascularisation de membres par voie endovasculaire en première intention et qui bénéficient de Medicare, donc, qui est une assurance maladie américaine. Il fallait, pour être inclus, que toutes les données socio-économiques soient complètes, à la fois la localisation géographique et le score, donc l'index DCI. Et ça concerne les patients qui ont été pris en charge entre janvier 2016 et décembre 2023 aux USA. Les patients, ils étaient inclus sur la base donc, des données de Medicare et de d'autres bases de données nationales américaines en utilisant les critères SIM10 pour le diagnostic et pour les différentes interventions. Les critères donc, du CPT pour c'était des consultations de chirurgie vasculaire, consultations d'urgence et réhospitalisation et examen d'imagerie. Tous les patients qui bénéficiaient de la couverture de Medicare depuis moins d'un an étaient exclus et tous les patients qui avaient bénéficié d'une amputation majeure dans l'année étaient également exclus. Donc, il y a deux groupes, les groupes de patients donc, considérés comme défavorisés qui ont un score donc, de décès supérieur à 80% avec 60 000 patients
et les patients qui sont considérés comme non défavorisés, donc qui appartiennent aux 4 autres groupes avec 200 000 patients. Pour étudier l'impact de la pandémie à Covid, ils ont créé 3 zones temporelles, une période pré-pandémie de janvier 2016 à mars 2020, pandémie donc de mars 2020 à décembre 2021 et post-pandémie de décembre 2021 à décembre 2023. La durée médiane de suivi est de 600 jours, 663 jours avec une durée maximale à plus de 2000 jours pour certains patients. Concernant les caractéristiques de la population, donc, on groupe des patients considérés comme défavorisés. Ils étaient en général plus jeunes. On avait un petit peu plus de femmes dans ce groupe-là. Ils avaient plus tendance à être d'origine afro-américaine, souvent avec plusieurs systèmes euh, d'assurance maladie, donc à la fois Medicare et Medicaid, plus souvent dans des zones rurales. Ils avaient également plus de maladies chroniques, notamment le diabète, mais aussi plus d'insuffisance rénale chronique, d'insuffisance cardiaque, BPCO, hypertension et également plus de patients tabagiques dans ce groupe-là. Il n'y avait pas de différence notable par contre en termes de caractéristiques techniques ni du segment artériel traité. Concernant la symptomatologie, c'était également à peu près similaire. En tout cas, ils ne retrouvaient pas de différence majeure pour eux. Et les patients non défavorisés avaient également moins tendance à être pris en charge dans des centres universitaires. Euh, au cours de la période, il y a plus de patients, les patients considérés comme défavorisés ont moins été pris en charge par voie endovasculaire par rapport aux patients dits non défavorisés, et cette tendance, elle va tendance à se majorer au cours du suivi. Concernant le critère de jugement principal, donc sur une amputation majeure ou décès toute cause post-revascularisation, en absence d'ajustement, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes, mais après analyse multivariée, on trouve significativement plus donc d'amputation majeure ou de décès de toute cause chez les patients dits défavorisés, avec une majoration du risque de plus de 3%, et ce sur toute la période, donc avant, pendant et après Covid. Si on s'intéresse du coup plus à chaque période donnée, donc il n'y a pas de différence significative avant le Covid, mais on retrouve une majoration significative du risque de plus de 6% durant la période Covid, avec un risque qui se récupère pas durant la période post-Covid. Concernant les critères du jugement secondaire, on s'intéresse à l'amputation seule. On a également une différence significative avec significativement plus d'amputations majeures chez ces patients, significativement plus de décès, mais pas de différence significative en termes de réintervention. Et concernant le recours aux soins de santé, donc pour ces patients défavorisés, ils avaient significativement moins tendance à bénéficier d'une consultation de chirurgie vasculaire et d'examen d'imagerie, tandis qu'ils consultaient donc plus d'emblée aux urgences, et on avait plus de réintervention, de réhospitalisation chez ces patients. Et de la même façon, ces différences elles étaient plus marquées au moment de la pandémie. Concernant les suites post-op, à 30 jours, on a plus d'événements majeurs cardiovasculaires chez ces patients défavorisés. De la même façon, plus d'événements majeurs au niveau des membranes à 1 an. Et on a un taux de survie sans amputation majeure qui est également inférieur. Par contre, le taux de survie global, il est similaire entre les deux groupes. Donc, chez ces patients défavorisés, on a des résultats moins favorables en termes d'amputation, de décès, utilisation des soins de santé avec moins de consultations chez un chirurgien vasculaire, moins d'examens d'imagerie avant la revascularisation, mais plus d'accès directement par les urgences et plus de réintervention. Ces patients, ils sont plus vulnérables probablement que le reste de la population à tous des aléas extérieurs. Et ces résultats ils peuvent être expliqués à la fois par un diagnostic qui est retardé, un accès aux soins qui est réduit en fonction de la zone géographique, en fonction de leurs moyens, puisqu'ils ont souvent une couverture d'assurance qui est plus limitée. Et ils peuvent être dans des régions où les structures sont moins bien dotées.
Et on peut se poser la question aussi du faible niveau d'éducation avec une prévention qui serait être moins importante, une moins bonne compréhension peut-être de la pathologie et, euh, et une moins bonne adhésion au projet thérapeutique. En plus, c'est une étude donc, qui s'est seulement intéressée aux patients qui ont été pris en charge par chirurgie endovasculaire lors de la première intervention. Seulement les patients qui sont affiliés donc, à Medicare, donc les patients de plus de 65 ans. Et donc, ça exclut tous les patients qui sont plus jeunes et tous les patients qui n'ont pas adhéré à cette assurance maladie. Et tous les patients également qui ont déjà une amputation majeure, donc qui ont été pris en charge de l'autre côté et dans l'année n'ont pas été inclus. C'est que le niveau donc socio-économique, sur l'influence du niveau socio-économique sur les résultats cardiovasculaires, il est déjà connu, il a déjà été décrit, il est multifactoriel. Et donc ces patients, bénéficient de plus de soins d'urgence, ils sont moins bien suivis en ambulatoire. Donc ça pose la question de comment leur améliorer leur accès aux soins. Quelles allocations on peut leur proposer? Est-ce qu'il faut peut-être mettre en place des parcours de soins dédiés dans les zones moins bien dotées aux États-Unis? Ok. Je vous remercie. Ça vous laisse. T'es dit quoi? Il y a un truc que j'ai pas très bien compris. J'y reviens. Ouais, c'est ça. Ça, on est bien sur le critère combiné. La question est la suivante. Il y a une diminution de 3% dans enfin, le groupe plutôt défavorisé. Il y a une augmentation de 3% du taux d'amputation de décès sur le suivi. C'est ça? Sur le précédent. Il y a plus de 3% de risque. Et après, ce que tu dis, c'est que, en fait, ça, c'est après ajustement. Oui. Et ensuite, tu dis que le Covid a impliqué en fait une augmentation de la survie, du décès et de l'amputation de 16%, et après, c'est pas rattrapé. Ouais. La question est, est-ce que c'est le Covid qui explique cette différence sur le critère définitif, sur le critère principal? Non, il se posait aussi la question enfin, des déprogrammations et la difficulté à rattraper après toutes les chirurgies qui ont été déprogrammées, de récupérer les patients en perte de vue et de la remise en place de tous les circuits de consultation, de bloc. Donc, ces gens défavorisés, ça, ils ont eu plus de mal, enfin, en tout cas, ça a plus pénalisé les gens Ouais. défavorisés que les gens favorisés. Et la question que je me pose là, c'est est-ce que ces 3% de différence qu'on a sur le critère principal sont expliqués par l'effet Covid, en fait, qui est une sorte d'exhausteur de différence? Est-ce que ça a été ajusté sur le Covid? Là, c'est sur ça, c'est sur les La périodes. diapo d'avant, Là, ça c'est avait dit seulement que sur les c'était- périodes et ici, c'est ajusté sur les comorbidités, la zone rurale ou pas, Oui. les deux, non, deux assurances maladie, euh, la localisation de l'hôpital. Ça sous-entend que les patients défavorisés, ils auraient eu plus le Covid que. C'est ce que- Non, plus perdu. que la désorganisation liée au Covid, parce que c'est pas lié au Covid, je pense. Les études médicales sur le Covid, ils n'ont pas montré grand-chose, en fait, hein, et en France, notamment, ça n'a pas montré qu'il y avait plus d'amputations. Mais c'est que la désorganisation du système de soins a impacté plus les gens qui étaient favorisés que favorisés, ce qui est assez compréhensible d'ailleurs. C'est-à-dire que l'accès aux soins était rendu encore plus difficile aux gens défavorisés que favorisés. Pas tellement que médicalement ils ont été impactés par le Covid, mais c'est plutôt sur l'accès aux soins, je pense. Plus. Oui, ils nous plaçaient à l'hôpital, on n'opérait plus les patients à risque qui étaient en réa et tout, on ne faisait plus. Ouais, et que les gens qui sont plus pénalisés là-dessus sont les gens qui sont défavorisés, soit parce qu'ils n'ont déjà pas beaucoup de médecins, mais alors en plus avec le Covid, c'est une catastrophe. Et l'incidence de l'événement mortalité amputation en haut, c'était combien? Euh, Parce qu'on dit toujours, je crois qu'on on a un suivi, euh, en suivi, t'es au-dessus de, t'as 30% quasiment ouais. d'incidence.
C'est une population d'ischémie critique ou de claudican? Ischémie critique? Ischémie critique. Ouais, donc ça, c'est normal. 30% de un an de décès d'amputation majeure. Une population classique. C'est pas une grosse Les patients différence opérés. pour 3%. Sur, Sur une population, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais 3% de différence sur 30%, c'est vrai que c'est pas. Je passe de 30 à 33. Ah non. Non, sur Parce que ça- sur l'emploi de tous les États-Unis, parce qu'ils disent que du coup, ils récupèrent les données de 99% de tous les patients qui bénéficient de médicaments. Donc, généralement, tu as Ouais. 30% Oui. de risque d'être amputé ou décédé. Et si tu es en groupe défavorisé, c'est 33. On va dire. Ouais. Parce que c'est une impasse. L'échelle d'une Rapport population, à- c'est beaucoup quand même. Mais c'est Et ça, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Ça, c'est une très bonne remarque. En fait, d'un point de vue méthodologique, c'est la différence entre la significativité et l'effet la quantité d'effet. C'est-à-dire que tu as un truc qui est significatif, mais est-ce que réellement c'est quelque chose qui parle quoi, d'un point de vue clinique? 3% de différence sur une population, ça fait quand même beaucoup de personnes. Hein. Ok. Pour une question géographique, ils sont où les communautés défavorisées? Plutôt, Dans le sud, le sud et ça, c'est le tableau sur l'espérance de vie. Qui sont rouges là? Ouais. C'est un peu partout. Mm. Mais là, ils sont bleus. Je regarde où il fallait vivre aux États-Unis. En haut à droite, en bas à gauche. Un peu au milieu. Milieu nord. un petit peu au niveau du Texas, il ne faut pas trop sortir de la zone. Ok, très bien. Bon, ben, merci beaucoup.